Hier soir, t'as passé 2 heures sur ton téléphone. Alors cite-moi 3 vidéos que t'as vues. Et il y a de fortes chances que tu peux pas. C'est pas parce que t'as une mauvaise mémoire. Il y a une raison précise à ça. Une raison mécanique. Et quand tu vas le comprendre, tu vas plus jamais regarder ton téléphone de la même façon. Alors, si tu te dis parfois que ton cerveau rame, qu'il tourne au ralenti, qu'il retient plus rien, reste avec nous. Parce que ce que t'as, ça a un nom. Un nom qui a été inventé en 1854. Et peu de gens le savent. Salut, c'est Julien et Samir, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on va parler du brain rot, le mot de l'année 2024 selon le dictionnaire Oxford. En français, on pourrait le traduire par cerveau qui pourrit. Mais déjà, prendre cette signification, ça contient justement l'erreur qu'on va démonter pendant cet épisode de podcast. Et du coup, Julien, on repart avec quoi aujourd'hui? Alors on va repartir avec 3 choses. Toi qui nous écoutes ou nous regardes, tu vas comprendre le mécanisme exact qui fait que tu restes scotché à ton téléphone. Ensuite, tu vas savoir ce que la science dit vraiment et surtout ce qu'elle ne dit pas, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui circulent et pas mal de choses mal calibrées, mal placées. Et tu vas repartir avec une méthode qui fonctionne, d'accord, parce qu'il y a un ordre précis dans lequel on doit faire les choses et qui te permettra, toi, de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on va te donner aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il faudrait commencer par parler de la soirée que tu as eue hier. Parce que Samir t'a posé une question au tout début, c'est où est-ce qu'il est passé le contenu là? Les 2 heures de vidéo, des centaines de stimulations, et il reste zéro trace. Ton cerveau, il a reçu quelque chose, comme peut-être 300 bouts de vidéo de 5, 6, 10 secondes, et il n'en a gardé aucune. Et ça, tu vois, c'est pas juste un petit détail de ouais, mais bon, j'ai vu plein de trucs, du coup, c'est passé. C'est un élément sur lequel on reviendra à la fin de cet épisode. Donc, assure-toi de l'écouter jusqu'au bout. Exactement, Julien. Donc toi qui nous écoutes, on va commencer par une scène que tout le monde connaît. Certainement, tu la connais aussi. Il est 20 h, t'es sur le canapé, la journée, elle a été longue. Tu veux juste que ton cerveau se repose. Alors tu prends ton téléphone, 5 minutes, et au départ, c'est le contrat que tu passes avec toi-même. Juste 5 minutes. Et t'y crois vraiment. Puis au final, tu relèves la tête et il est 23h40. 2 h 30 qui se sont envolées. T'as la bouche pâteuse, les yeux qui piquent et cette sensation d'avoir couru un marathon sans bouger. Et le pire, c'est ce qui tombe juste après. Cette espèce de honte intérieure que tu ressens. Le fameux mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Juste avant de te coucher. Le problème, c'est qu'à 21 h le lendemain, en fait, tu vas re-signer exactement le même contrat avec toi-même. Maintenant, la deuxième scène. Celle-là, elle est pire. Le matin, le réveil sonne, avant même d'ouvrir les yeux, ta main, elle attrape ton téléphone, tu coupes l'alarme et tu restes là, allongé dans le noir, à faire défiler le fil d'actualité. 20 minutes plus tard, tu te lèves en retard, énervé, avec 15 pensées dans la tête qui t'appartiennent même pas. La toute première chose que ton cerveau a enregistrée aujourd'hui, en fait, elle a été triée par une machine, par un algorithme. Et entre ces deux moments dans la journée, il y a les petits trous, les petites pauses, la file d'attente, l'ascenseur, le bus, les 3 minutes avant une réunion, le feu rouge, même si c'est interdit d'avoir le téléphone au volant. Et je pense que tu as certainement déjà vécu ça. Avant, ces trous-là, ils étaient vides. Et les espaces de vide, en fait, ils ont une fonction vitale. C'est là que ton cerveau, il range les dossiers, il retrie les informations, que tes idées, elles émergent. Pourquoi est-ce que tu crois que tes meilleures idées, elles viennent sous la douche? Tout simplement parce que c'est le dernier endroit où tu n'as pas ton téléphone. Aujourd'hui, on a bouché tous ces trous. Et en fait, il nous en reste pas un seul. Et ce que tu décris là, du coup, Samir, tout ça maintenant, ça a un nom officiel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas un chercheur qui l'a mis en avant, ce sont les gens eux-mêmes qui l'ont nommé. En fait, en 2024, la Oxford University Press organise un vote public pour élire le mot de l'année. C'est eux qui font le dictionnaire de référence de la langue anglaise. Plus de 37 000 personnes votent et le mot qui gagne, à ce moment-là, c'est le brain rot. Il devance des trucs comme demure, romantasy, lore, et en fait, l'usage de ce mot avait déjà explosé. Plus 230%
en un an. En 2025, il entre officiellement dans le dictionnaire. La définition d'Oxford, elle est quand même assez précise et elle est prudente aussi. En fait, il parle de la détérioration supposée de l'état mental ou intellectuel d'une personne, particulièrement quand on considère qu'elle résulte d'une surconsommation de contenu perçu comme trivial ou peu stimulant. Le mot supposé qui est dans la définition officielle, c'est important que tu le retiennes bien ici parce que ça va nous servir pour la suite. Alors il y a une nuance qu'on doit quand même poser parce que sinon on va dire n'importe quoi pendant tout le long de ce podcast. Le brain rot, c'est pas un diagnostic médical, ok? Ça n'existe pas dans les manuels. Il n'y a aucun médecin qui va te dire je pense que vous avez un brain rot. Vous avez le cerveau qui est en train de pourrir. C'est un mot de langage familier qui a été inventé pour décrire un ressenti. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce ressenti-là, il est faux. Ok? Parce qu'en fait, c'est souvent que quelque chose de réel est en train de se produire chez nous avant que la science elle ait fini de mesurer ça. Parce que ça prend du temps de faire ces mesures et de vérifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être honnête sur le fait qu'il y a des choses qu'on sait aujourd'hui et des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui et qu'il faudra probablement revenir sur ce terme-là, peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. En tout cas, ce mot, là on te dit que, ok, Oxford 2024, 2025, ça rentre dans le dictionnaire. En vérité, ce mot-là, il date pas de 2024. Il a été décrit pour la première fois en 1854, juste par un seul homme. Il était dans sa cabane, au fond de la forêt, au bord d'un lac. Il n'avait aucun écran à sa disposition à cette époque-là. Il n'avait pas de téléphone portable avec lui et il n'avait pas de compte TikTok. Et donc là-dessus, je vais te laisser avec Samir là pendant quelques instants. On reviendra sur ça. Parce qu'en fait, du fait que ça ne date pas de 2024 mais de 1854, ça nous donne une info qui est quand même précieuse sur notre mode de fonctionnement et comment on perçoit les choses. Ouais, totalement, Julien. Et en fait, il faut le dire parce que le mot, il désigne deux trucs en même temps. Et c'est important de le dire parce que sinon on peut se perdre. Il y a le contenu brain rot. Et franchement, toi qui nous écoutes, si tu as plus de 30 ans et tu n'as pas d'ado à la maison, peut-être que tu vas pas comprendre. Mais effectivement, il y a du contenu brain rot. Je vais te donner un exemple, Skibidi Toilet. Si tu connais pas, je t'invite pas à aller mettre ça sur YouTube parce que tu vas juste dire, ok, ça veut dire que les nouvelles générations, ils sont exposés à ça. C'est les Teletubbies. Nous, c'était les Teletubbies. Et Skibidi Toilet, c'est quand même quelque chose. J'ai été choqué, moi, perso. J'avoue que ça vole pas très haut. Ça vole pas très haut, C'est effectivement. assez particulier. Exactement. Skibidi Toilet, en fait, c'est une série de mini-vidéos qui ont été créées par un animateur géorgien, Alexei Gerasimov. Et en fait, c'est des toilettes avec des têtes humaines qui font la guerre à des humanoïdes. Donc, ce truc-là, ça a fait un carton mondial depuis 2023, avec des milliards de vues. Et avec ça, ça a créé tout un vocabulaire, tout un panel de vocabulaire. Et du vocabulaire de ce genre-là, il y en a tout un panel qui naît chaque jour, d'accord? Et parfois même, ces mots-là, il y en a qui les prononcent, qui savent même pas l'expliquer. Donc, depuis 2025, il y a aussi l'italienne brain rot. Et ça, Julien, c'est depuis l'intelligence artificielle. Donc, c'est des mèmes qui sont générés par intelligence artificielle. Et le plus célèbre, il s'appelle Ballerina Cappuccina. Une ballerine avec une tête de tasse de cappuccino. Et là, récemment, Julien, il me semble, en France, il y a aussi du contenu qui tourne sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., avec du contenu généré par IA avec des têtes de fruits. Alors, c'est des fruits, en fait, qui racontent des histoires, parfois de télé-réalité, des histoires de tromperie, des choses comme ça, et qui véhiculent énormément d'idées qui peuvent être parfois dangereuses, qui refaçonnent en quelque sorte aussi le cerveau des enfants qui l'écoutent, et qui est du contenu, mais purement stupide, Julien. Oui, complètement. C'est pas très très nourrissant pour le cerveau, objectivement. Et il y aurait de quoi s'inquiéter mais finalement, c'est quoi l'impact que ça pourrait avoir de consommer un tel contenu en continu comme ça? Parce qu'en plus, ils sont très prolifiques dans la création de contenu. Ouais. Donc, il y a un deuxième sens du coup. Parce que là, tu as dit effectivement, faut pas confondre les deux. Le deuxième sens, c'est l'état mental attribué à la consommation de ce type de contenu. Et là, on va quitter un peu le folklore de la chose, mais on va plutôt rentrer dans qu'est-ce que les gens vivent en consommant ça. Et là, on va retrouver plusieurs choses.
de la fatigue mentale, la concentration qui est moins disponible, puis cette impression de penser en surface et de plus réussir à aller au fond d'un sujet. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que les gens qui décrivent ça ne sont pas des gens qu'on pourrait considérer comme fragiles ou paresseux. Et là, ce sont vraiment des gens qui étaient capables, en fait, si tu veux, de lire, par exemple, pendant plusieurs heures d'affilée, il y a peut-être juste 5 ans de ça, mais qui, aujourd'hui, n'y arrivent plus. Et ça, c'est la réalité de l'expérience que ces gens vivent aujourd'hui, qui consomment ce contenu à côté. Et toi qui nous écoutes, je vais te donner les phrases exactes que j'entends. Des personnes qui me disent « Je lis une page d'un livre, j'arrive en bas et en fait, je sais plus ce que j'ai lu. Je remonte, je recommence et je fais ça 3 fois. Je regarde un film avec mon téléphone dans la main, le film il tourne, mais je le regarde pas vraiment. Donc à la fin, j'ai beaucoup de difficultés à raconter l'histoire. » Ou d'autres personnes encore qui m'ont déjà dit « J'ouvre mon téléphone pour regarder l'heure, je lève la tête 40 minutes plus tard et j'ai toujours pas l'heure. » Donc tu vois en fait, ce qu'on décrit là, c'est flippant en fait. C'est juste que ta vie, elle devient un peu plus floue chaque jour. Parce que à chaque fois que tu mets ta tête sur le téléphone, t'es comme happé, t'es comme hypnotisé par ce genre de contenu et tu sais plus où t'es. Et ces phrases-là, justement, on commence à les retrouver aussi dans la littérature scientifique. Et en fait, le point ici, c'est qu'il est quand même assez rare qu'un mot qui est issu d'Internet finisse par être étudié aussi rapidement que celui-là. Il y a une étude qualitative qu'on peut nommer ici, qui a été menée auprès d'étudiants d'université. Et l'idée, c'est que les chercheurs ont pris le temps de faire des entretiens en profondeur pour documenter 5 éléments qui revenaient chez eux quant à la consommation de ce type de contenu et quand ça prenait de l'ampleur. Ils ont nommé une baisse de productivité, une concentration qui a diminué de manière importante, une capacité à prendre des décisions plus difficiles et de moins bons résultats scolaires ainsi qu'un isolement social beaucoup plus marqué. Il y a une revue publiée dans Current Psychiatry Reports qui décrit 3 facteurs qui se combinent. Le temps d'écran excessif, l'addiction aux réseaux sociaux et la surcharge cognitive. Ces 3-là produisent ensemble ce qu'on nomme une désensibilisation émotionnelle, un cerveau saturé et une image de soi qui se dégrade. Et tu vois, il y a un mot sur lequel j'ai envie de m'arrêter avec toi quelques instants ici, c'est la désensibilisation émotionnelle. Ce point-là, en fait, il peut être difficile à repérer par soi-même. Parce que quand tu es sur ton téléphone, ne serait-ce que pendant 10 minutes, ton cerveau, il va avoir accès à une vidéo drôle, à une catastrophe naturelle, un chaton qui court après une petite balle, une guerre qui se produit dans le monde, quelqu'un qui danse, un accident de voiture, une recette de gâteau. Notre cerveau, il n'est pas fait pour gérer autant d'informations d'un seul coup, et du coup de gérer aussi dans le système émotionnel autant d'éléments qui sont différents. Et du coup, il n'a pas le temps de traiter. Aucune des vidéos n'a eu le temps d'être digérée à ce moment-là. Donc, dans ces cas-là, quand le système émotionnel, et pas que émotionnel, se retrouve en saturation et qu'il ne peut pas tout gérer, la première chose qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est baisser le volume. Et baisser le volume émotionnel, c'est pas une maladie en soi. C'est juste un mécanisme de protection qui te permet de prendre du recul. Sauf que ce volume qui baisse, il baisse pas seulement pour les vidéos que tu as consommées sur ton téléphone. Il baisse absolument partout, de manière globale. Donc toi, en fait, tu consommes, ton volume émotionnel diminue parce que tu es en saturation, et du coup, toi, tu te retrouves un jour devant un truc qui devrait te toucher. La bonne nouvelle partagée par un ami. Un paysage qui est magnifique. Quelqu'un qui te dit un truc de sincère, et à l'intérieur, il se passe pas grand-chose. C'est un peu comme si ça te touchait pas, ou que ça générait rien de particulier. Et ce problème-là, c'est hyper important, parce que les gens qui vivent ça, ils se disent jamais, en fait, je me suis désensibilisé, j'ai pas fait attention, je me suis désensibilisé. Ce que les gens vont se dire, c'est plutôt, je crois que j'ai un problème. Je ressens plus rien. Je me demande si je suis pas en train de faire une dépression. Je me demande si je deviens pas froid ou distant finalement et qu'il n'y a plus rien qui me touche. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus difficile à porter alors que c'est complètement faux. C'est juste que ton système, il se régule comme il peut avec
ce que tu lui donnes. Ouais, Julien, et il y a un truc dont personne ne parle jamais, en fait, et c'est peut-être le plus vicieux de tous, c'est la fatigue. Parce que ce que tu ressens après 2 heures de défilement, ça ressemble à de la fatigue. Mais en fait, c'en est pas. La vraie fatigue, celle du sport, d'une grosse journée de boulot, ou même d'une longue discussion, en fait, c'est une vraie fatigue. Parce que après tout ça, t'es fatigué, tu te poses et tu dors bien, tu récupères. Mais par contre, là, cette fatigue-là, particulièrement sur les réseaux sociaux, t'es fatigué, mais t'es vide. Et t'es crevé, t'es fatigué, mais avec l'envie de recommencer. Ça porte un nom, et ça s'appelle un manque. En fait, tant que tu confonds les deux, tu vas continuer à te soigner avec ce qui te rend malade. Parce que tu te dis, en fait, je suis fatigué, je vais m'asseoir, je vais me détendre, je vais aller sur les réseaux sociaux. Et tu reprends, encore une fois, ton téléphone, l'objet qui t'a épuisé. Alors, moi, je vais t'inviter à faire quelque chose après cet épisode. D'accord? C'est que ce soir, quand tu vas poser ton téléphone, tu vas te poser une question. Est-ce que je me sens rempli ou est-ce que je me sens vide? Bon, alors jusqu'ici, on a décrit surtout un ressenti. Mais un ressenti tout seul, ça suffit pas. On a besoin de savoir si ça peut se mesurer, si ça peut s'observer. Et là, du coup, on a une méta-analyse. Donc, une méta-analyse, c'est quand tu prends plein d'analyses, que tu les rejoins et que tu fais ressortir des choses. Et il y en a une qui a été publiée dans le Psychological Bulletin, qui est une revue de l'Association américaine de psychologie. On n'est pas sur un truc de dev perso, donc c'est une des revues les plus solides du domaine, j'ai envie de te dire. Dans cette méta-analyse, on a pris 71 études avec presque au total 100 000 participants. C'est un gros morceau. Et il y a 3 liens qui ressortent entre la consommation intensive de vidéos courtes, donc les shorts, les réels, les TikTok, etc., et le fonctionnement cognitif. Le premier point, c'est l'attention. Le deuxième point, c'est la cognition globale. Le troisième, c'est le contrôle des impulsions. Et là, sur ces 3 points, je veux surtout qu'on nomme celui qui est le plus affecté. Parce que c'est pas forcément celui que tu penses. Alors, je veux pas penser à ta place, mais peut-être que tu te dis, dans tout ça, c'est probablement l'attention qui va être le plus touchée. C'est souvent vers celui-là qu'on va partir le plus, et pourtant, ce n'est pas celui qui est le plus touché. Celui qui est vraiment impacté, c'est le contrôle des impulsions. Et ça arrive avant la problématique de l'attention. Le contrôle des impulsions, c'est ta capacité à t'arrêter. C'est ton frein moteur. C'est ce qui te permet de ralentir et de décider de faire quelque chose de différent. C'est un peu comme si tu te retrouvais devant une machine à sous au casino. D'accord? Quand les gens s'installent devant, il y a toujours un risque, c'est de se dire je vais commencer à jouer. Ah oui, mais ça marche pas. Ah, mais je viens de perdre. Ah, mais je pourrais gagner. Ah, je vais continuer. Et c'est cette problématique de ne pas savoir s'arrêter, ce qui fait que tu pourrais par exemple passer des heures devant. Là, c'est exactement la même chose. En fait, ce problème-là, il se reporte sur tout un tas de choses. Et du coup, cette problématique, de dire, en fait, quand je vais sur TikTok, quand je vais sur Instagram, quand je vais sur YouTube pour regarder des shorts, des réels, des petites vidéos que j'enchaîne, je scrolle, en fait, tu es en train d'affecter ta capacité à contrôler tes propres impulsions. Mais pas juste sur ton téléphone. Ça va impacter ton rapport à la bouffe, ton rapport aux événements, aux situations, aux choses qui prennent plus de temps, aux personnes qui ne te répondent pas tout de suite. Est-ce que tu t'es déjà agacé tout seul, toute seule, à envoyer un message à quelqu'un, à peut-être voir que la personne a vu ton message? Putain, j'ai toujours pas de réponse. En fait, c'est parce que les gens, ils ont le droit de te répondre quand eux ont le temps de te répondre. Peut-être que si on était encore au stade de j'appelle, mais si la personne n'est pas là, je vais laisser un message, puis elle me rappellera quand elle aura le message si l'horaire ça donne bien, sinon je rappellerai demain, c'est pas grave. Je vais envoyer un courrier, puis le temps que la poste l'amène et que je récupère le retour, il peut se passer plusieurs jours. Tu vois, en fait, ça vient toucher des choses qui sortent juste de l'utilisation de ton téléphone. Et du coup, je reviens ici avec l'exemple de la machine à sous. En fait, le truc, c'est que la machine à sous, elle fonctionne de manière presque totalement aléatoire, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, les statistiques font que c'est le casino qui finit toujours par gagner, quoi qu'il arrive. D'accord? Toi, tu peux avoir de la chance, repartir avec beaucoup plus que ce que tu as misé, mais globalement, en bout de ligne, c'est le casino qui gagne tout le temps. Si la machine à sous payait 1 fois sur 10 de façon régulière, en fait, tu jouerais juste 10 fois,
tu récupérerais ta mise et puis tu t'en irais. Et en fait, tu trouverais ça ennuyeux au final. Tu dirais, ouais, mais bon, regarde, il suffit juste de jouer 10 fois, puis tu finis par gagner ta mise, fait que ça sert à rien. Ce qui rend justement l'utilisation de cette machine-là, comme ton téléphone, comme TikTok, comme Instagram, c'est l'imprévisibilité. C'est le fait que t'es dans le hasard. Parfois, 3 fois de suite, tu vas avoir du contenu qui va être intéressant. Par contre, les 10 suivants, ça va être nul. Et comme tu sais pas à quel moment ça arrive, comme tu peux pas prédire à quel moment ça arrive, et du coup, tu tombes dans un piège qu'on appelle en psychologie le renforcement à ratio variable. En fait, c'est scientifiquement l'outil le plus puissant au monde pour rendre un comportement impossible à atteindre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ton fil de vidéo, c'est exactement ce que fait cette machine-là. D'accord ? C'est pas un peu comme... Non, c'est exactement la même chose. Une vidéo sur combien qui te touche vraiment ? 1 sur 10 ? 1 sur 20 ? Tu sais quoi ? Ça dépend des jours, ça dépend des gens. Et tu laisses, en fait, passer 3-4 secondes par vidéo, puis tu passes à autre chose, puis t'avances, et t'as l'impression juste de consommer, d'y aller comme ça, et ça fait pas grand-chose. Sauf que tu sais quoi ? La machine que t'as en face de toi, tu te dis peut-être que t'y vas un peu, je scrolle, je verrai bien, etc. La machine, elle est en train d'apprendre de toi. Elle est en train de regarder combien de temps tu passes par vidéo, si t'as liké, si t'as ouvert les commentaires, si t'as posté des commentaires, si tu t'es abonné ou pas, si t'es revenu en arrière, si t'as laissé tourner la vidéo plusieurs fois. Tout ça, en fait, c'est en train de t'observer. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Et ça recalcule en permanence. Ce qui fait que l'algorithme qui est derrière, d'accord ? Parce qu'il y en a un, il va pas chercher à savoir qu'est-ce que t'aimes le plus. Il va chercher à savoir comment il peut jouer sur cet algorithme dans ton cerveau pour que tu y passes de plus en plus de temps. Et on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts. Il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le noyau accumbens. Et en fait, ce noyau-là, il est associé à des circuits qu'on appelle dopaminergiques. C'est les circuits de la récompense. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, y compris beaucoup des gens qui vont vulgariser la chose. On croit que la dopamine, c'est la molécule du plaisir. Non, la dopamine ne fabrique pas de plaisir, elle fabrique une chose importante, c'est l'attente. Pour te donner l'image la plus simple, la dopamine, ce n'est pas le goût du gâteau que tu as dans la bouche, c'est l'odeur du gâteau qu'il y a dans le couloir. C'est ce moment où tu sais qu'il y a quelque chose de bon qui arrive, mais tu ne l'as pas encore. Il est en train de se préparer, mais il n'est pas encore là. Et du coup, Julien, en fait, si on suit bien, la dopamine, en fait, elle monte pas quand la vidéo, elle est bonne. Exactement, ça monte avant, au moment où ton pouce remonte dans l'écran, et c'est encore vide. Tu vois, il y a la microseconde qui s'écoule, et à ce moment-là, il y a la vidéo qui arrive. Et en fait, si la vidéo est mauvaise, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu as juste à remettre un petit coup de pouce. Hop, tu remontes l'écran, et ça, quand tu le comprends, tu vois, ça explique pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter sur une bonne vidéo et te dire « C'est bon, j'ai eu du contenu qui était intéressant, je m'arrête là. » En vrai, le cerveau, il va rechercher à revivre la seconde d'avant. Et il veut relancer ça. Et le problème avec ton téléphone, c'est que, à part s'il y a un bug sur l'application, ou que tu n'as plus de batterie, en fait, ça consomme rien de lever le pouce et de scroller. Ça consomme rien du tout. Aucune énergie nécessaire. Tu peux le faire au fond de ton lit en ayant 42 fièvres, tu vas être capable de scroller sur ton téléphone. Et du coup, ton cerveau, il est content parce qu'il peut relancer indéfiniment. C'est gratuit. Ouais, toi qui nous écoutes, en fait, il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux et qui nous agacent un peu. En fait, c'est cette idée que le cerveau pourrit, c'est cette idée que le cerveau il rétrécit. Parce que le mot rot, en fait, littéralement, ça explique, ça veut dire pourriture. Et le mot rot, il est dans le nom de ce phénomène, brain rot. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ou est-ce que c'est plutôt ton écran qui est en train de te bousiller le cerveau physiquement pendant que tu fais défiler ton fil ? En fait, cette question-là, on va y répondre. Absolument, Samir. Et peut-être ici de nommer justement cette problématique qui touche notre régulation, notre capacité à freiner. Le frein, c'est notre cortex préfrontal, c'est ce qu'il y a là devant. C'est la partie du cerveau qui est juste derrière ton front et c'est elle qui gère 3 choses importantes. Le contrôle de tes impulsions,
la planification et l'attention soutenue. C'est-à-dire exactement les choses dont on parle depuis le début. Le préfrontal, c'est un peu l'adulte dans la pièce. C'est le reste du cerveau qui va proposer plein de trucs. Il veut plein de trucs, il veut des trucs tout de suite, là maintenant, il fait des caprices. Il dit moi j'aimerais bien ça, puis j'aimerais bien me sentir comme ça, puis j'aimerais bien vivre ça. Et le préfrontal, il dit ok, tu sais quoi, on attend là, il est telle heure aujourd'hui, on va planifier ça, on va organiser ça, on verra ça plus tard, c'est pas la priorité. Il y a des chercheurs de l'université normale de Tianjin qui ont utilisé l'IRM fonctionnel sur des personnes qui passaient plus de 3 heures par jour sur des applications de vidéos courtes. L'IRM, ça permet de regarder l'activité du cerveau en direct. Et chez ces personnes-là, l'activité du cortex préfrontal, elle était altérée. Donc en gros, Julien, l'adulte en fait qui est dans la pièce, il est fatigué. On voit en fait qu'il y a un état de fatigue général. Et ça, en fait, tu le sens tous les soirs à 23 heures. D'un côté, la voix de la raison qui te dit, en fait, il faut aller se coucher. Et de l'autre, celle qui te dit, non, vas-y, encore une seule. Allez, encore une. Et tu sais très bien, en fait, laquelle elle va gagner. C'est jamais la bonne. Et il y a un autre truc, en fait, qu'il faut absolument relier à tout ça, à cette histoire-là. Parce que, en fait, c'est le changement de tâche. Par exemple, tu vas travailler, d'accord? Ton document, il est ouvert. Il y a le téléphone qui vibre. Tu vas regarder ton téléphone pendant 3 secondes. Puis après, tu retournes à ton travail. Tu re-regardes ton écran pour bosser. Et là, tu dis, en fait, 3 secondes, c'est rien. J'ai rien perdu. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu as perdu ta concentration. Ouais, et en fait, tu perds énormément de choses. C'est d'ailleurs une des problématiques centrales parce que ça a un coût. En fait, le fait de basculer d'un sujet à un autre, même ne serait-ce que 2-3 secondes, en fait, quand tu quittes une tâche et que tu y reviens, tu reprends pas là où tu t'étais arrêté. Tu reprends bien avant. C'est-à-dire que le cerveau, il doit recharger tout le contexte. Où est-ce que j'en étais, ce que je voulais dire, ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais pas encore écrit, qu'est-ce que j'avais vu. Et en fait, ça consomme une énergie considérable. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu as une utilisation peut-être plus intensive que la moyenne des gens des outils d'IA. Et tu le sais très bien que quand tu utilises des outils IA aujourd'hui, sauf si tu es sur les outils gratuits, et encore que, tu as des tokens qui sont consommés. Et parfois, tu es en train de travailler, et puis ta conversation avec l'IA, elle commence à s'allonger de plus en plus. Ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, jusqu'à un moment donné où tu comprends pas, tu es arrivé au bout des questions que tu posais, tu n'en as pas posé plus que d'habitude, mais là, le système te dit, tu as consommé tous tes tokens pour la journée, ou reviens dans 2 heures parce que c'est plus disponible pour l'instant. Et là, sur le moment, tu comprends peut-être pas ce qui s'est passé. Mais dans ton cerveau, c'est exactement la même chose qui se produit. C'est-à-dire que tu es en train de bosser, tu as ton téléphone qui sonne, tu regardes, tu scrolles 2 secondes, allez, je m'y remets. Et en fait, ce que tu viens de faire, c'est que non seulement tu as toute l'ancienne conversation avec ton cerveau qui est en stand-by, qu'il va falloir revisiter inconsciemment, tu as tous les éléments que tu as rajoutés en l'espace de 30 secondes de je scroll TikTok, ah tiens, j'ai une notification, je réponds à un message, qui vient foutre le bordel dans la discussion, et ton cerveau, il est obligé de retraiter toute cette information-là. Et en fait, forcément, ça ne peut pas fonctionner. En fait, tu perds les pédales en fait à un moment donné à cause de ça. Et en fait, ce qu'on est en train de te décrire là, c'est ce que la littérature est en train de lister comme comportement associé au brain rot. En fait, c'est de la consommation compulsive, les changements de tâches qui sont fréquents et du coup de la procrastination. Les trois, ils vont ensemble. Et tout ça, ce ne sont pas des problèmes séparés. C'est juste la même chose, mais vue sous des angles différents. Et peut-être que du coup, ça va t'aider aussi à te rendre compte que peut-être que la procrastination dont tu fais preuve aujourd'hui, la fatigue mentale que tu vis en ce moment, ou le fait que tu n'arrives plus à te concentrer, peut-être que tu vas prendre une autre voie que de te dire j'ai peut-être un TDAH, il faudrait peut-être que je me fasse dépister. Commence peut-être par regarder ce que tu fais avec ton téléphone et comment tu consommes ce contenu-là au fil de tes journées. Ouais, exactement. Donc toi, en fait, qui nous écoute, le truc qui pourrait être pertinent, c'est d'arrêter de compter le temps que tu passes sur ton téléphone. Mais compter plutôt le nombre de fois que tu vas l'ouvrir dans une journée. Parce que c'est ce chiffre-là qui te fait du mal, d'accord? C'est pas le temps que tu passes dessus. Parce que 40 ouvertures de 10 secondes, en fait, ça fait à peine 6 minutes d'écran. Sur le papier, hein, d'accord? Ça fait 6 minutes d'écran, c'est pas énorme, d'accord? Mais en vrai,
T'as pas une seule pensée qui est allée au bout depuis le début de la journée. Et donc ici, on pourrait peut-être glisser une autre étude qui a été publiée dans le Translational Psychiatry, qui a associé un usage intensif des écrans à une réduction de l'épaisseur du cortex dans les régions liées aux fonctions exécutives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que l'usage intensif des écrans, et là spécifiquement le téléphone portable, les tablettes, mais du coup aussi l'écran d'ordinateur, tout ça en fait, ça nous montre que le développement déjà chez les enfants, pas bon. La taille du cerveau, de cette zone-là du cerveau chez les adultes, ça peut avoir un impact. Alors je prends des pincettes parce qu'il faut prendre aussi du recul par rapport à cette étude-là et qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Mais ces études, que ce soit celle-là d'ailleurs ou une autre, l'étude ABCD de 2024 qui a été faite sur la durée, justement c'est une très grosse étude longitudinale sur le développement du cerveau des enfants aux États-Unis. On parle de dizaines de milliers de participants suivis sur la durée. Donc c'est vraiment une très très grosse étude. Mais si tu veux, là ce que ça nous démontre, c'est que l'utilisation intensive va potentiellement provoquer un rétrécissement de la matière au niveau du cerveau et que ça va augmenter les risques de dépression, d'anxiété, de troubles de l'attention et de l'hyperactivité et de troubles obsessionnels chez les enfants en âge préscolaire. On observe d'ailleurs chez eux un amincissement de la matière grise dans les zones liées au traitement visuel, à l'attention et à l'apprentissage de la lecture. Donc, on fait attention, d'accord, il y a des éléments qui sont associés. Quand on dit associé, ça ne veut pas dire causé par. Ok, on va pas se dire, comme peut-être il y a quelques années où on disait oui, faut pas être trop près des écrans parce que ça abîme les yeux. Non, pas tant que ça. Il n'y a pas d'étude finalement qui a démontré que. Là, on n'est pas en train de dire attention, être sur son téléphone tout le temps, ça va atrophier ton cerveau, puis tu vas plus être capable de rien faire. C'est juste qu'il y a des éléments qui sont connectés et qu'il y a des récurrences dans, ok, ce facteur-là, il est quand même souvent présent, lié à cette problématique-là. Donc on voit les deux choses ensemble, d'accord? On n'en fait pas un lien direct et unique en se disant oui, c'est ça la définition, c'est ça le problème. Fait que si on prend en clair un enfant qui a déjà des difficultés d'attention, il va peut-être, s'il passe plus de temps devant un écran, ça va peut-être être plus compliqué pour lui derrière. Un enfant qui est déjà capable d'avoir de l'attention et de s'organiser, d'avoir vraiment ces freins internes qui sont actifs, peut-être qu'on verra aucun changement. Et du coup, on peut pas se dire, tu sais, je te dis tout ça parce que on peut pas se dire oui, mais moi mon enfant s'il a des problèmes c'est parce qu'il passait trop de temps sur le téléphone, et un autre qui dirait bah non, mon enfant il passe plein de temps sur le téléphone puis moi j'ai pas remarqué que ça avait changé quoi que ce soit dans son mode de fonctionnement. Donc c'est pas un lien direct. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ça joue très très certainement un rôle, et peut-être plus important qu'on ne le pense, et ça on le verra probablement avec des études qui seront menées dans quelques années. Ouais, et justement, le terme dont tu parles, en fait, il existe depuis 1854. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Et j'ai envie de dire quelque chose, justement, qui va peut-être déranger certaines personnes. Le discours dominant sur la question du brain rot, d'accord, sur ce terme-là, il paraît confortable comme ça. Parce qu'il y a des confusions qui sont faites. Souvent, quand on pense à brain rot, on se dit, en fait, les jeunes, ils regardent des trucs débiles et ça les abrutit. Il faut du coup que ces jeunes-là se ressaisissent. Et tout le monde gobe ça, d'accord? Que ce soit les parents, les profs, les journalistes, etc. Mais le problème, c'est que ce discours-là, il tape sur le contenu. Il s'attaque par exemple à du skibidi toilet, donc les toilettes avec des têtes humaines, pendant qu'on est tous en fait occupés et qu'on met le focus sur ça, en fait, sur le fait de se moquer de ce contenu-là, des personnes qui regardent ce genre de contenu. Pour comprendre justement à quel point ce discours-là, il est vieux, en fait, il faut revenir à la question qu'on avait laissée en suspens tout à l'heure. Je t'ai dit que ce terme-là, il date de 1854. En fait, Henri David Thoreau, il publie Walden. Donc en fait, c'est un homme qui part vivre tout seul dans une cabane au bord d'un étang pour voir ce qui reste de la vie quand on enlève en fait tout le superflu autour de nous. Et dans ce livre-là, en fait, il reproche à ses contemporains quelque chose d'assez précis. Ils sont pas nuancés du tout au final. Et lui, l'auteur, appelle ça un pourrissement du cerveau, d'accord? En 1854, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, d'accord? Il y a des livres, des journaux et des conversations.
toi qui nous écoutes, souviens-toi de ce qu'on a dit dans le précédent podcast avec la psychose AI. En fait, on avait dit que le problème de la psychose AI, il n'est pas venu avec l'intelligence artificielle, il existait déjà avec les autres contenus. Sauf qu'il a été transféré à l'intelligence artificielle. Mais il existait avec la télé, avec la radio, avec tous les supports précédemment. Et en fait, là, le brain rot, bah, quand tu le vois, il existait depuis très longtemps. C'est juste qu'il s'est adapté avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux contenus. Mais aujourd'hui, quand tu vois des personnes un peu plus âgées se moquer du contenu des nouvelles générations en disant bah, ça c'est du brain rot, c'est complètement stupide, bah, en fait le contenu déjà qu'ils regardaient autrefois au travers potentiellement des livres, des BD, de la télévision ou même de la radio, bah, en fait les anciennes générations ils se moquaient déjà de ce contenu. Quelque part, ils nommaient déjà ça comme étant du brain rot. Donc au final, le brain rot, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que le support change, les moyens de consommer du contenu changent, et en fait, on transpose ce qui existait déjà. Merci pour ça, Samir. Et effectivement, c'est ça, c'est que la panique qu'on peut avoir sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui ont le cerveau complètement ramolli, bah en fait, cet état de panique-là, il existait déjà avant. C'est probablement une constante générationnelle, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on va regarder ce que font les nouveaux et on va se dire, mais en fait, c'est problématique. D'ailleurs, il y avait une image qui était passée que je trouvais assez intéressante, où on disait, bah regarde, maintenant tout le monde dans les transports est sur son téléphone portable en train de regarder son écran. Mais finalement, il y a quelques années en arrière, toutes les personnes qui étaient dans les transports en commun lisaient le journal et donc se parlaient pas plus. Donc, Exactement. en fait, Ou alors il y avait c'est... justement Julien le Walkman aussi. C'était Oui, une c'est autre ça. manière de se couper. Ouais. Voilà, il y a toujours des choses en fait qui reviennent. C'est juste que c'est des formats différents. Alors, bien évidemment, là, on est sur un appareil qui interagit avec nous. On n'est plus sur quelque chose de passif, comme un livre ou comme une musique qu'on écoute. On est en interaction avec, donc ça change des choses. Mais si tu veux, à l'époque, on disait que les romans étaient dangereux quelque part parce que ça rendait les femmes hystériques. Hein, Mm. on parle ça au 19e siècle. Ensuite, la radio, ça abrutissait. D'accord. Donc dans les années 30, non, non, mais la radio, c'est pas bon, ça rend les gens débiles, les gens ne savent plus réfléchir. Ensuite, il y a eu la télévision. La télévision a fait fondre les cerveaux dans les années Mm. 70. Exactement. Ensuite, il y a les jeux vidéo qui rendaient violents dans les années 90. Et en fait, si on regarde, la liste, elle est comme ça en continu. Il y a toujours un point commun. Et dans tous ces épisodes de panique, bah en fait, il y a eu toujours quelque chose qui s'est présenté. Pas toujours de la technologie, d'accord, mais à chaque fois, il y a une génération qui découvre que bah, la génération qui va arriver après, ils ont un langage qu'ils comprennent pas nécessairement, ils ont des références qu'ils partagent pas, ils prennent du plaisir sur des choses que bah, eux, en tant que parents ou les générations qui sont venues avant, ne ressentent pas. Et du coup, à chaque fois, il y a cette attribution de l'abrutissement, en fait, qui est en fait tout simplement une différence entre les générations. Donc ça n'enlève pas ce qu'on a expliqué depuis le début et que ça a un impact important, mais qu'il y a aussi cette vision finalement qu'il faut aussi prendre en compte parce que à ce moment-là, bah voilà, on prend des raccourcis, on a une manière de penser, de percevoir les choses, parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes, parce qu'on n'a pas nécessairement grandi avec ce cadre-là, parce que c'est des choses qui sont différentes. Ça peut nous amener aussi à se dire, ouais, mais ils sont complètement abrutis, ils sont ceci, ils sont cela. En fait, si on inversait les rôles et que eux prenaient notre place et qu'on prenait la leur, ils auraient probablement le même discours, parce que de toute façon, ils vont l'avoir en bout de ligne. Ouais. D'accord, les ados d'aujourd'hui qui consomment de façon totalement naturelle ces contenus-là et qui se disent ouais, bon bah ok, bah c'est comme ça, on a grandi avec, on fait avec, ça fait partie de notre quotidien. Quand eux vont avoir des enfants en face d'eux, ils vont avoir des jeunes en face d'eux, ils auront probablement les mêmes, les mêmes mots, le même regard, la même attitude justement euh, par rapport à ça. Donc, en clair, c'est une panique de vieux. Il n'y a rien de Mhm. neuf sous le soleil. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a des choses à voir. OK. Il Parce que on amène cette nuance-là. C'est super important. ouais, il y a quand même des choses à voir parce que c'est comme l'intelligence artificielle, Julien. On parlait la dernière fois de
la comparaison avec la télé, la radio, etc. Bah, ce qui fait le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle te répond. Donc, il y a quand même une interaction, etc. Donc, ces réseaux sociaux, ils ont quand même ramené une problématique. Ça, on peut pas l'enlever. Complètement. Mais le contenu qui existe, bah voilà, c'est, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que si tu prends la radio, bah, avant, ce qu'on pouvait qualifier de brain rot, c'était par exemple tout ce qui était prank calls. Tu vois, le fait d'appeler quelqu'un et de lui faire une blague comme ça au téléphone. Il y avait par exemple tout ce qui était jingle publicitaire répétitif, où au final, bah, tu avais des jingles qui te restaient dans la tête à force de les écouter. Et on peut limite Si je vais comparer ça. bien, c'est Juvamine. Exactement, Julien. On pourrait limite comparer ça justement parfois au système de scrolling, parce que tu sais, on nous matraquait comme ça, non-stop, les mêmes choses. Du côté de la télévision, bah, on avait tout ce qui était émissions type Big Brother ou encore le Loft. Moi, je me rappelle, bon, moi, j'ai jamais regardé le Loft, tu vois. Mais à l'époque, quand le Loft était sorti, moi, je considérais ça tellement stupide. Et je vais être honnête, je prends pas les gens de haut, hein, d'accord. Mais quand mes camarades de classe venaient me raconter ce qu'ils se regardaient dans le Loft, en fait, j'étais au Mhm. collège et je me disais, mais en fait, c'est du voyeurisme. Je vois pas l'intérêt, en fait, de rester planté devant la télévision pendant 1 heure ou 2 à regarder des gens, enfin, je sais pas, Oui, faire leur ouais, vie au final, complètement. tu vois. Mhm. Et, et j'étais pas un vieux, d'accord. On m'appelait le vieux de la montagne. Tu sais, on m'appelait le sage de la montagne, mais parce que je pensais un peu différemment. Mais tu vois, tout ça, ça existait déjà. Si tu prends les Jerry Springer Show, par exemple, à l'époque, si tu prends aussi les émissions du style Jackass, c'était des trucs, tu vois, Julien, j'accrochais pas, je trouvais ça stupide. Mm. Mais c'est Non, exactement la même même chose chose ici. Mhm. que le brain rot aujourd'hui. Donc au final, aujourd'hui, on est là à critiquer les nouvelles générations en disant, bah, en fait, ce qu'ils regardent, c'est stupide, mais on a vu des choses tout autant stupides. Et Julien, ça m'arrive encore aujourd'hui parfois à redécouvrir certains contenus qu'on regardait, que moi-même je regardais auparavant, parfois même dans Club Dorothée, et je me dis, ah ouais, mais en fait, c'était chaud quand même, tu vois, c'était pas... tu sais, avec Ouais, le regard que j'ai d'adulte, là, bah, c'est exactement le même type de critique que je pourrais avoir de ce que je peux voir aujourd'hui, enfin, de ce que les jeunes regardent aujourd'hui au final. ouais, 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 complètement. Fait que là, le point, et comme tu le dis, ça rejoint ce qu'on omet dans le précédent podcast, ouais, c'est que là, c'est plus du contenu qui est passif ouais, vis-à-vis de toi, où finalement, bah, avant, bah, tu consommes, tu regardes, t'écoutes, puis c'est fait. Là, maintenant, tu as un appareil qui est en face de toi qui mesure tout ce que tu fais, qui pas contrôle dans le sens de hey, on va te contrôler, on va décider de ce que tu vas faire, mais en fait qui mesure absolument tout ce que tu fais pour pouvoir optimiser justement l'utilisation de cet outil-là, de t'offrir l'envie et nourrir ton cerveau pour qu'il reste plus longtemps sur ce type de contenu-là, sur les plateformes, parce que bah, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, c'est comme ça qu'ils font tout un tas de choses. Et donc, on est dans une dynamique similaire à ce qui était avant, sauf que là, on est passé à un stade supérieur qui a encore plus maintenant d'impact. Finalement, c'est pas juste une génération qui va en juger une autre. On est sur des effets au niveau du cerveau qui sont pas juste de la théorie. On observe des choses et c'est justement là qu'il faut faire attention. Donc, si on doit reprendre ce terme brain rot, qui est notre thématique pour justement cet épisode de podcast, il y a une croyance dominante qui tourne autour de ça, de considérer que c'est un problème de volonté et un problème de goût. En fait, tu regardes de la merde et tu manques de discipline. En gros, c'est ça. Donc cette croyance qui est répandue, parce qu'en fait, elle est super simple et elle nous donne un coupable immédiat. Donc là, on retrouve la critique de Taureau ici. Hein, ça arrange plein de monde. C'est facile. Mais en fait, c'est faux. C'est faux pour deux raisons. D'abord, pour une raison scientifique. Le renforcement ratio-variable nous dit que strictement rien n'est en lien avec le caractère de la personne qui est en face de la machine. C'est une propriété du dispositif qui est utilisé. C'est la mécanique, en fait, qui va influencer et qui va provoquer ça. D'accord? Ça marche sur des rats, ça marche sur des pigeons, ça marche sur des joueurs de casino, ça marche sur tout et n'importe quoi. D'accord? Même les personnes les plus intelligentes. Donc il n'y a pas de population immunisée contre ça. Et le point qui vient peser le plus lourd dans la balance suite à cette méta-analyse, c'est l'impact sur le contrôle des impulsions. Donc si tu veux, on est en train de reprocher aux gens de manquer d'une capacité qui est précisément celle que le dispositif est en train de déglinguer.
Et la deuxième raison, c'est la raison de terrain. Les gens qui décrivent ce problème ne sont pas des gens qui n'ont pas de discipline. Ce sont des gens qui se lèvent peut-être à 6 heures du matin, qui vont courir, qui tiennent leur budget, qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui sont pris exactement pareil que n'importe qui d'autre le soir sur le canapé ou à 23 heures ou minuit dans le lit avec juste un scrolling automatique. Une volonté, ça se voit sur l'ensemble d'une vie et pas juste sur une partie. D'accord? Fait qu'il y en a peut-être pas face au téléphone, mais c'est la machine qui provoque ça. C'est pas la génération qui est problématique, c'est pas la personne qui est problématique, c'est juste qu'on fait face à une mécanique psychologique qui affecte absolument tout le monde. Ouais, et justement, en fait, notre positionnement, bah, il est très simple, en fait. On peut pas dire littéralement que ton cerveau, il est en train de pourrir. D'accord? Il est juste en train d'apprendre. Il apprend exactement ce que tu lui fais répéter. Ça veut dire des choses qui sont pas toujours positives, d'accord? Mais ce que tu lui fais répéter 300 fois par jour, par soir, ben en fait, ça devient un réflexe. Donc le résultat, c'est que ton cerveau, il devient excellent à ce réflexe, prendre le téléphone et scroller. En contrepartie, tout ce que tu lui demandes pas de faire, bah ça, il va le mettre au placard. Si tu prends pas le temps de lire, si tu prends pas le temps de méditer, de te reposer, mais vraiment te reposer, bah tout ça, il sait plus le faire, il l'oublie. Et Julien, on utilise très souvent cette expression pour dire use it or lose it, tu vois. Donc Mm, si t'as pas l'habitude de tout faire à quelque fait. chose, ça s'en va. Donc, à force de scroller, bah, tenir 20 minutes juste sur une idée, bah, tu sais plus le faire. Tu sais plus supporter les silences. Tu sais plus aller au bout d'une tâche. Et toi, tu vas appeler ça de la flemme, mais c'est pas de la flemme. Parce que ton cerveau, c'est pas un disque dur qui est en train de rouiller, en fait. C'est juste un muscle qui se façonne en fonction de comment tu vas l'utiliser. Donc par rapport à ça, nous, on va te demander quelque chose, toi qui nous écoutes ou qui nous regarde. Alors l'idée, c'est pas de te taper dessus, d'accord? Mais ça va être plutôt de changer la question que tu te poses. Au lieu de te demander ce qui cloche chez toi, on aimerait t'inviter à te demander, toi, sur quoi tu es en train de t'entraîner tous les jours, tous les soirs, sans peut-être le décider. J'imagine ce qui te traverse par l'esprit. En fait, tu te dis certainement, OK, j'ai compris, et du coup, je vais supprimer toutes ces applications ce soir. Mais en fait, il y a une méthode qui marche mieux que ça. Et cette méthode, on va te la donner dans pas longtemps. Mais avant que tu donnes cette technique-là, Samir, je voudrais juste qu'on rassure les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a le docteur Gary Small qui dirige le département de psychiatrie du Hackensack University Medical Center qui est très clair sur un point. Le brain rot qui est lié à l'usage des réseaux sociaux, il est réversible. En fait, il y a même des données qui suggèrent qu'une coupure de 2 semaines inverse partiellement les effets sur l'attention et qu'une seule semaine loin des réseaux améliore déjà le bien-être mental. Tu vois, parce qu'on amène depuis tout à l'heure, ouais, ça réduit la matière grise, ça impacte tes capacités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ton cerveau, là, il a juste été entraîné. Ok? Et un entraînement, bah, ça peut changer. Donc, c'est là où la technique que Samir va te donner, c'est hyper pertinent de la mettre en application et tu vas comprendre pourquoi, comme Samir te l'a dit, bah, supprimer une application de ton téléphone, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc toi qui nous écoutes, je vais te donner cette technique maintenant. En fait, je vais te demander de prendre une feuille, un stylo. Sur cette feuille, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dessiner un cercle, un petit peu comme un camembert, tu vois. Et ce camembert-là, il va représenter le temps, le temps que tu as dans une journée, c'est-à-dire 24 heures. Sur ce temps-là, tu vas découper le temps de sommeil, certainement il y a 7 heures, 8 heures, d'accord, à peu près, ce que ça représente. Le temps que tu as, par exemple, pour travailler et le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Donc, d'estimer le temps que tu passes sur les réseaux. Pour ça, tu peux t'aider de ton téléphone, aller dans les paramètres. Très généralement, il te dit combien de temps tu passes. OK? Une fois que tu as fait ça, tu vas avoir une vision à peu près de ce que tu passes sur les réseaux sociaux, de ce que ça représente dans une journée. Et là, la première chose à faire, ça va être de te poser une question. Ce temps-là, là, que je passe sur les réseaux, que je perds sur les réseaux, à quoi je voudrais le consacrer? Qu'est-ce que je veux faire à la place? D'accord? Ça va être important cette question parce que tant que tu le fais pas, tu vas pas pouvoir passer à l'étape supérieure. Même si demain tu supprimais toutes tes applications de réseaux sociaux, tu sauras pas quoi en faire ce temps-là. Donc tu vas finir par soit y revenir,
soit faire des choses qui sont à peu près similaires où tu vas encore perdre ton temps. Donc vraiment, de te poser cette question. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là? Qu'est-ce que je veux faire de ces 2 heures sur les réseaux? Qu'est-ce que je veux faire de ces 4 heures sur les réseaux? D'accord? Ça peut être lire, ça peut être des choses que tu veux faire depuis des années et que tu ne fais pas. Par exemple, aller marcher, faire du sport, rencontrer tes amis, peu importe. Une fois que tu as fait ça, à ce moment-là, tu peux prendre la décision, si tu le souhaites, de supprimer cette application. Par exemple, Instagram ou Facebook ou YouTube. Je ne suis pas certain qu'il y a encore des gens qui passent du temps sur Facebook, mais je sais qu'il y a quand même du monde parce que ça rapporte énormément à Facebook. Donc, vraiment, d'abord, tu définis ce que tu veux faire de ce temps-là. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, tu poses une action. Supprimer tes réseaux ou même limiter ton temps d'écran parce que c'est pareil, tu peux sur ton téléphone limiter ton temps d'écran en disant bah tiens, je limite 15 minutes à Instagram, 20 minutes à YouTube. Mais ça, tu pourras le faire qu'après avoir défini ou choisi ce que tu veux faire de ce temps-là. Parfait, merci Samir pour cet outil, cet exercice qui va être vraiment précieux. Pour toi qui nous écoutes, vraiment applique-le et tu verras que ça fera une nette différence. Autre petite technique que moi je te propose d'appliquer, c'est de te poser une simple question. C'est avant d'ouvrir l'application, c'est de définir avec quelle intention tu y vas. Pas juste dire allez j'y vais 5 minutes. Parce qu'en fait, ces applications-là, comme la machine à sous dans le casino, c'est fait pour que tu vois pas le temps passer. Donc pas juste dire j'y vais 5 minutes, mais plutôt te poser une question ou une série de questions de qu'est-ce que je viens chercher, qu'est-ce que je veux venir regarder, c'est quoi que je veux venir consommer sur cette plateforme. Et une fois que c'est fait, que tu as eu accès à ce que tu cherchais, tu refermes l'application et tu passes à autre chose. De cette manière-là, tu vas être un utilisateur ou une utilisatrice beaucoup plus active et en maîtrise de ton process que de le prendre entre les mains, d'ouvrir et de laisser justement ce fil-là défiler. On le voit de plus en plus, l'application prend le dessus sur nous, sur notre volonté. Si tu as été au cinéma dernièrement, tu as peut-être fait la même expérience que j'ai faite récemment, c'est d'avoir des personnes dans la salle qui, en plein milieu du film, sortent leur téléphone, vont scroller sur Insta, reposent le téléphone, 5 minutes plus tard, réouvrent le téléphone, scrollent sur Insta, referment le téléphone, et en fait, ils n'ont pas suivi le quart du film et ils ont fait chier tout le monde parce que l'écran était allumé dans la salle. Donc, prends le temps de te poser les bonnes questions, cadre bien. Si tu veux supprimer, fais-le, suis la stratégie que Samir t'a donnée, mais il faut reprendre le contrôle. Parce que là, on est en roue libre et c'est certainement pas la meilleure chose qu'on a à faire. Alors toi qui nous écoutes, si cet épisode il t'a parlé, la seule chose qu'on va te demander, ça va être de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast parce qu'il y a peut-être des personnes autour de toi qui sont concernées par ce problème et peut-être même qui dramatisent la chose. Alors certes, il y a une part de drame, mais au final, c'est pas si pire que ça, d'accord? Si on voit les choses. Il suffit juste de poser des actions, ok? De comprendre le phénomène et de poser des actions. Donc ça va te prendre juste 30 secondes. Ça peut permettre aussi à d'autres personnes de connaître un petit peu ce qu'on partage dans ce podcast. Et tout ça, ça nous amène à notre prochain sujet. Pour la prochaine fois, on va te revenir avec le sujet de l'hypocondrie. On change un petit peu de direction ici. On t'amène à un sujet peut-être que tu connais déjà. On espère en tout cas que tu n'en souffres pas. Mais peut-être que tu connais des personnes autour de toi qui vivent justement avec cette problématique-là. Et on va aller explorer ensemble comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ressort, et puis quelles sont les pistes de progression aussi pour qu'on puisse prendre du recul et avoir un quotidien plus équilibré, plus sain, plus agréable, plus stable, justement par rapport à tous ces points-là. Ouais, totalement, Julien, parce que effectivement, j'ai connu des personnes qui ont souffert d'hypocondrie et c'est horrible pour eux, mais c'est aussi horrible pour leurs proches ou leurs conjoints, en fait. Parce C'est que très compliqué pour les autres. c'est dur aussi. de dealer effectivement avec ce genre de problématique. Donc toi qui nous écoutes, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.